Bonjour et bienvenue pour ce 222e briefing. Alors vous pouvez remarquer que le président Chenesso n'est pas là, que le directeur général Chinsky est aussi absent. Ils sont tous les deux à Paris pour des rencontres quelconques. Je ne sais pas très bien pourquoi. Enfin, en tout cas, ils sont à Paris au moment où le gouvernement Barnier a sauté. Euh, En revanche, donc évidemment, je vais remplacer Gilles pour l'occasion, et vous avez la joie, le plaisir et l'honneur d'avoir aussi Anne Koldéfi, qui est encore à Moscou avant de rentrer pour les fêtes de Noël, et qui va nous faire un petit mot sur le Salon du Livre de Moscou. Mais auparavant, nous avons bien évidemment toujours Arnaud avec nous et Igor en Zoom que vous pouvez voir. Mais Arnaud, je crois qu'il y a un certain nombre de nouvelles dont tu voudrais nous parler et tu vas donc commencer. Merci, Président. Bonjour à tous. Des nouvelles d'économie avec le forum annuel organisé par VTB, qui est un événement important. C'est avec le Forum économique de Saint-Pétersbourg, la deuxième plateforme où sont discutés les grands problèmes macroéconomiques du pays. C'est l'endroit où les autorités s'expriment sur la politique gouvernementale. Cette année, comme lors des éditions précédentes, Vladimir Poutine participait aux côtés du patron de VTB, la banque publique, M. Kostin, mais était également présent lors des tables rondes. L'ensemble des représentants du bloc économique du gouvernement, c'est-à-dire, pour faire court, le ministre des Finances, M. Silvanov, le ministre de l'économie, M. Reshetnikov, la présidente de la Banque de Russie, Mme Nabiulina, ainsi que M. Oreshkin, qui est numéro 2 de l'administration présidentielle en charge des questions économiques. Donc un événement important dans un contexte un peu particulier que nous avions évoqué lors des précédentes séances, avec certaines incertitudes autour des taux d'intérêt, de l'inflation, du rouble, même si, petite parenthèse, le rouble s'est considérablement raffermi ces derniers jours, à tel point qu'aujourd'hui, par exemple, il est repassé sous la barre des 100, enfin exactement le dollar est passé sous la barre des 100 roubles. En d'autres termes, l'emballement de la semaine dernière est terminé. On reste à des niveaux élevés, mais on comprend a posteriori que mon analyse était la bonne, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un événement ponctuel lié vraisemblablement aux sanctions frappant Gazprombank qui ont ponctuellement tari les rentrées de devises en Russie, et sur un marché plutôt réduit, ça produit des écarts de cours parfois assez spectaculaires. Que retenir de ce forum annuel de VTB? Eh bien, l'appel du président Poutine à une plus grande coordination entre la Banque centrale et le gouvernement. Également, un message d'unité entre le gouvernement et la Banque centrale, et la volonté euh, de passer d'une politique de la demande à une politique de l'offre, ce qui est sans doute plus simple à dire qu'à faire dans un contexte qui reste inchangé, un contexte de très forte impulsion budgétaire qui va se poursuivre l'année prochaine. À court terme, Mme Nabiulina n'a pas exclu un nouveau relèvement du taux directeur de la Banque centrale, sans toutefois trop s'engager. On peut penser que les choses n'iront pas plus loin. 21, c'est déjà beaucoup. Une hausse n'est pas exclue, mais n'est pas le seul scénario possible, même si, encore une fois, l'inflation continue d'accélérer. On est pratiquement à 9% en rythme annuel. Sur l'ensemble de l'année, on sera vraisemblablement à 9,2, 9,3. Donc l'heure n'est toujours pas au ralentissement de l'inflation, malgré les hausses de taux d'intérêt antérieures. Autre nouvelle macroéconomique, la Haute École d'économie de Moscou qui a publié ses prévisions pour 2025. Elle revoit un petit peu à la baisse sa prévision avec une fourchette de croissance entre 1,7 et 2%. L'inflation en 2025 devrait se situer autour de 6%. Les revenus réels de la population devraient continuer à augmenter d'environ 3,5%, et le cours moyen du dollar devrait s'établir entre 102 et 105 roubles sur l'ensemble de l'année prochaine. Quelques mots du marché automobile, avec un recul assez sensible en novembre de 28%. 121 000 véhicules particuliers neufs ont été immatriculés.
L'ADA représente 31% du marché. Autre nouvelle du secteur, c'est la marque chinoise Aval qui dispose, vous le savez, d'une usine à Toula. Elle envisage d'y lancer la production de véhicules hybrides qu'elle pense plus adaptés aux réalités russes que des véhicules 100% électriques. Euh, Quelques mots du commerce extérieur de la Russie, avec la montée en puissance des échanges entre la Russie et l'Ouzbékistan, plus 20% en glissement annuel, et il devrait atteindre, même dépasser la barre des 10 milliards de dollars cette année. Quelques mots maintenant des primes d'engagement pour les contractuels du ministère de la Défense. Alors ces primes, elles comportent un volet fédéral, mais également un volet régional. Et bien ce volet régional a été multiplié par 5 depuis le début de l'année. Il atteint désormais près de 900 000 roubles, c'est-à-dire 8 000 euros. Donc voilà, les budgets régionaux allouent de plus en plus de fonds à ces programmes, en raison sans doute de quotas très stricts fixés par le pouvoir s'agissant du nombre de recrues dans chacun des sujets de la fédération. Toujours dans ce registre, un sondage intéressant sur lequel je reviendrai dans la partie politique, mais 49% des Russes disent ressentir l'effet des sanctions occidentales, et exactement le même nombre, 49%, affirment l'inverse. Voilà pour l'économie. Quelques mots de politique intérieure, avec un entretien remarqué accordé par le président du Conseil présidentiel aux droits de l'homme, M. Fadiev, ancien journaliste. Il s'est exprimé sur très nombreux sujets, l'immigration, l'intégration des étrangers, mais aussi sur la politique mémorielle de la Russie. Et la phrase qui a retenu l'attention, c'est celle qui concerne le déménagement, entre guillemets, ou le transfert de la pierre des Solovki de la place de la Loubianka. Je rappelle que depuis en 91, la statue de Félix Dzerzhinsky, fondateur de la Tchéka, a été enlevée, elle a été déboulonnée, c'est le cas de le dire, par les manifestants, enlevée, a été posée donc cette pierre des Solovki, place de Loubianka. Il s'agit d'un mémorial en hommage aux victimes des répressions politiques des années 30. Eh bien, Valérie Fadiev donc, suggère de l'enlever. Pourquoi? Parce que selon lui, les personnes qui s'y rendent n'y vont pas pour rendre hommage aux victimes, mais pour dénoncer les personnes présentes aujourd'hui dans le bâtiment d'en face, qui est celui du FSB. Monsieur Gorinov, qui fut en 2022 le premier ressortissant russe à être accusé, à être condamné pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Il avait écopé à l'époque de 7 années de prison pour, je cite, diffusion de fausses informations sur l'armée russe. Il a été condamné une nouvelle fois vendredi dernier à une peine supplémentaire de 3 ans pour avoir, je cite, justifié le terrorisme lors de ses conversations avec des codétenus dans un hôpital de la prison de la région de Vladimir où il était soigné l'année dernière. Il y a eu par ailleurs en fin de semaine dernière plusieurs descentes de police dans des clubs LGBT de Moscou, également dans une agence de voyage spécialisée. Il s'agit d'un nouvel épisode d'une campagne qui a commencé il y a déjà plusieurs années et qui a pris une nouvelle envergure après l'adoption l'année dernière, ou plutôt après l'interdiction l'année dernière par la Cour suprême du mouvement LGBT international. Deux chiffres intéressants, parce qu'ils ne sont pas anodins du tout. Les postes vacants au ministère de la Justice et de l'Intérieur, très nombreux. 6 500 postes de juges sont vacants, ça représente près de 20% des effectifs. Et 174 000 postes de policiers sont vacants en Russie. Et ça représente, là encore, près de 19% des effectifs théoriques du ministère de l'Intérieur. Dans un autre registre, et c'est presque une transition avec le propos d'Anne, même si Igor va intervenir avant Anne, je pense, les libraires et les éditeurs nous rapportent que les ventes de la Bible ont explosé ces derniers mois, plus 52% sur les 9 premiers mois de l'année. Enfin, dans un registre politique un peu exotique, voire touristique, on a appris que la Commission électorale centrale
avait créé un département de la coopération internationale. Et ces derniers mois, donc, des observateurs russes ont été envoyés en Guinée-Bissau, Indonésie ou même aux Maldives. Voilà donc un poste intéressant. On peut voyager beaucoup en travaillant à la commission électorale centrale. Un dernier mot sur un sondage que j'évoquais précédemment. Donc, la dernière vague de sondages effectuée par Russian Fields sur l'opération militaire spéciale en Ukraine confirme la nette prédominance des partisans de la cessation des hostilités, 53% contre 36% qui souhaitent la poursuite de l'opération spéciale, entre guillemets, puis c'est formulé comme ça dans le sondage. 63% par ailleurs considèrent qu'il s'agit plutôt d'un succès actuellement, l'opération spéciale. 79% se disent prêts à soutenir un éventuel accord de paix que pourrait signer Vladimir Poutine. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il a beaucoup plus de marge de manœuvre que son homologue ukrainien. Et dernier chiffre de ce sondage, s'il pouvait revenir en arrière, 37% des personnes interrogées annuleraient la décision de déclencher les hostilités en Ukraine, mais 48% sont d'un avis inverse et maintiendraient la décision de lancer, je cite, l'opération militaire spéciale. Donc on voit un sondage intéressant, une évolution, oui, j'ai oublié de le mentionner, les 53% en faveur des négociations, de la fin des hostilités, c'est plus 5%. Donc on voit une dynamique plutôt favorable à cette partie de l'opinion qui souhaite mettre un terme à la guerre d'Ukraine. Voilà ce que je pouvais dire, Président. Merci beaucoup Arnaud. Et c'est un thème, la fin de la guerre d'Ukraine, dont on parle beaucoup en ce moment dans les rues de Moscou. Et ce qui est un peu un phénomène qui est dû à la suite de la victoire de Donald Trump, où les gens injustement, pas justement ou injustement, pensent qu'il va se passer quelque chose l'an prochain. Donc c'est quelque chose que l'on va suivre, bien évidemment. Est-ce que je peux détendre un peu Oui, l'atmosphère? Vous avez parlé tout à l'heure, Arnaud, de la banque VTB. La banque VTB fait à la télévision russe une pub qui me ravit. C'est-à-dire que si la banque VTB avait existé, Tchitchikov n'aurait pas eu besoin d'acheter les âmes mortes, Tatiana aurait pu épouser Eugène Onegin, la Cerizay n'aurait pas été vendue, et il y a toute une suite de pubs comme ça, basées sur les auteurs classiques, et ça se termine toujours par VTB est un classique. VTB c'est un classique, voilà, c'était pour détendre un peu. Voilà, j'espère que tu as noté qu'il va falloir refaire une traduction de la Bible. Et nous comptons sur toi, Anna. Merci. Mais Igor, j'espère que tu as donné d'aussi bonnes nouvelles que celles que Arnaud et Anne nous ont données. Oui, merci Président. Je vais essayer. Il y a eu beaucoup de choses en réalité cette semaine et ces derniers jours, pas mal d'informations. Alors bon, sur l'aide militaire à l'Ukraine, deux principaux paquets d'aide proclamés, enfin annoncés ces derniers jours. Un qui vient des États-Unis, un nouveau paquet d'aide militaire, peut-être le 72e ou 73e, d'un montant de 725 millions de dollars. Et le deuxième, c'est Olaf Scholz, qui est venu en visite surprise lundi à Kiev. Il ne s'était pas rendu à Kiev depuis juin 2022, 2 ans et demi donc. Il n'est pas venu les mains vides, il est venu avec 650 millions d'euros annoncés d'aide militaire pour les Ukrainiens. Donc l'aide militaire continue, je dirais, d'être acheminée pour les forces ukrainiennes. Là où on a vu des choses évoluer, évidemment, en référence à ce que vous disiez juste avant, eh bien, c'est effectivement les positions à Kiev et à Washington qui semblent, enfin à Washington côté nouvelle équipe, administration, j'allais dire, qui va se mettre en place, administration de Trump, donc des positions qui semblent évoluer. Alors, Volodymyr Zelensky a accordé un entretien à Sky News le 30 novembre, dans lequel il annonce la possibilité de renoncer aux territoires ukrainiens qui échappent au contrôle de l'armée ukrainienne en vue de mettre un terme au combat. En contrepartie, forcément une contrepartie, il attend que l'OTAN admette l'Ukraine de plein droit dans ses rangs comme membre. Et donc, en fait, il revient
nouvelle fois, sur l'objectif des frontières de 91, qui était l'objectif militaire proclamé par l'Ukraine de revenir aux frontières de 91. Alors, il y a 3 semaines, 15 jours, dans une autre interview que j'avais évoquée, il avait expliqué qu'il ne comptait pas sacrifier des dizaines de milliers de vies de ses concitoyens pour reprendre la Crimée. Donc, il faisait déjà une croix sur la Crimée. Et donc là, maintenant, publiquement, il explique que pourrait renoncer, alors temporairement, parce que dans sa formulation, eh bien, ces territoires ukrainiens, alors je ne sais pas si jamais ça inclut la Crimée ou pas, mais il explique qu'ils ont vocation à être retournés par la voie diplomatique, de revenir dans le giron ukrainien par la voie diplomatique. C'est la formule qu'il emploie. Et donc, on a constaté quand même un raidissement, en revanche, sur un autre sujet, qui est celui évidemment de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, puisqu'il y a eu une déclaration du ministère ukrainien des Affaires étrangères, peu après la visite d'Olaf Scholz, de manière concomitante, on peut d'ailleurs se demander si c'est pas lié, dans laquelle il est expliqué que les garanties de sécurité qui ont pu être fournies à l'Ukraine de manière bilatérale ne peuvent se substituer à une adhésion pleine et entière de l'Ukraine à l'OTAN. Et par ailleurs, le Wall Street Journal, cette semaine, dans un article assez intéressant, explique il cite une source officielle ukrainienne qui annonce que l'Ukraine aura besoin en 2025 de 126 milliards de dollars d'aide militaire pour pouvoir faire face à l'armée russe. Alors, à titre de comparaison, 126 milliards de dollars, c'est en gros l'ensemble de l'aide militaire fournie par les Européens et les Américains depuis le 24 février 2022, donc depuis bientôt 3 ans. Et là, cette source ukrainienne explique qu'il faudra cette même somme d'argent juste pour l'année 2025 pour tenir face à l'armée russe. 126 milliards de dollars, c'est plus que le budget militaire russe de la défense exprimé en dollars. Donc c'est évidemment une somme qui est astronomique. Alors, du point au niveau des plans d'aide, enfin des plans d'aide, plutôt des plans pour résoudre ce conflit et faire taire les armes. Il y a plusieurs plans qui circulent à Washington. Il y en a au moins 3. Donc le plan Kellogg du nom du conseiller, l'envoyé spécial de Donald Trump pour le règlement du conflit en Ukraine, Kate Kellogg, dont j'ai parlé la semaine dernière. Il y a le plan J.D. Vance, du nom du colistier et vice-président des États-Unis, et le plan Grenell, du nom de l'ancien ambassadeur américain à Berlin sous la première administration Trump et qui était aussi pressenti pendant un temps pour être cet envoyé spécial pour l'Ukraine. Bon, tous les 3 ont élaboré des plans qu'ils ont soumis à Donald Trump ces derniers mois, en réalité, pour mettre un terme à ce conflit. Ces plans ont tous en commun d'envisager des concessions territoriales de la part de l'Ukraine, et ils ont tous en commun de repousser ou au cas de ne pas considérer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Alors, dans le plan Kellogg, il est question d'envisager cette adhésion à l'horizon de 10 ans, si ce n'est plus. Bon, les choses bougent, puisque entre-temps, depuis la parution du papier qui cite, je crois que c'est Politico qui cite cette source-là, visiblement, cette question d'adhésion a été renvoyée au calendrier grec. Alors, il y a plusieurs éléments, évidemment, dans ce plan qui est intéressant à citer. Le premier, sur le plan Kellogg, c'est le fait que Washington renoncerait à isoler la Russie, je cite la source, et à démoniser Vladimir Poutine. À mon sens, c'est la provision la plus intéressante du texte, parce que, bon, isoler la Russie, alors ça veut dire que les Américains considèrent que la Russie est isolée. En fait, on sait qu'elle n'est pas isolée, en tout cas, elle est isolée de l'Occident, elle est isolée des circuits du dollar, mais elle n'est pas isolée de tout le reste. Et d'autre part, démoniser Vladimir Poutine, là, ça fait référence à, on se souvient tous de l'interview de Joe Biden, où il répond à je ne sais plus quel journaliste américain qui lui demande qu'est-ce que vous avez vu dans l'âme de Vladimir Poutine, et Joe Biden dit j'ai vu que c'était un tueur, ou je ne sais plus, enfin une phrase comme ça. Donc, en gros, des prises de position publiques qui sont offensantes à l'égard du président russe. Donc, évidemment, cette provision, je considère qu'elle est très intéressante parce que ça veut dire que le fond de l'air changerait. À minima dans les relations entre les deux pays, ce qui est déjà beaucoup vu les circonstances dans lesquelles on se trouve. Alors après, le plan Kellogg évoque une levée partielle des sanctions. Alors l'idée, c'est d'inciter la Russie à jouer le jeu. Donc pour inciter la Russie à jouer le jeu, il y a la levée partielle des sanctions qui serait envisagée, on n'en dit pas plus. La conservation des territoires que l'armée russe a conquis, ça, évidemment, ça renvoie à ce que Zelensky a expliqué, ce que j'expliquais juste avant sur les déclarations de Zelensky. Et là aussi, pour inciter la Russie, que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit différée d'au moins 10 ans. Bon, entre-temps, on a appris que potentiellement, ça peut être plus, voire renvoyé au calendrier grec.
pour inciter les Ukrainiens à jouer le jeu, on met dans le panier la non-reconnaissance des territoires annexés par Moscou. Bon, ça, évidemment, c'était attendu. Même les Chinois ni les Indiens, personne ne va reconnaître l'annexion de ces territoires. Le maintien de l'aide militaire à l'Ukraine et une aide économique pour les Ukrainiens qui serait adossée à une taxe sur les exportations russes d'hydrocarbures. Donc là, c'est un petit peu nébuleux, mais il faudrait, et c'est une provision que les Russes ont peu de chance en réalité d'accepter. L'Ukraine recevrait des garanties de sécurité de long terme, donc ça c'est la contrepartie pour ne pas rentrer dans l'OTAN. Et évidemment, le bâton, ça c'était les carottes, et le bâton, on le connaît, c'est celui qui est évoqué depuis cet été, c'est l'aide militaire à l'Ukraine. C'est-à-dire, si les Russes ne jouent pas le jeu, eh bien, en vertu de ce plan, les Ukrainiens recevraient beaucoup d'aide militaire. Et si jamais les Ukrainiens ne jouent pas le jeu, eh ben, les Américains fermeraient le robinet et il n'y aurait plus d'aide militaire. Et donc, l'armée ukrainienne sera encore plus en difficulté qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui sur le champ de bataille. Alors, on a appris que le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, M. Yermak, s'est rendu hier à Washington pour rencontrer justement M. Kate Kellogg, l'auteur de ce plan que je viens d'évoquer. Et d'après le journal, les Ukrainiens pourraient prochainement se déclarer prêts à conclure la paix. C'est ce qu'annonce le Wall Street Journal dans son édition de cette nuit. De son côté, M. Ryabkov, qui est vice-ministre russe des Affaires étrangères et qui est en charge des questions de désarmement et de sécurité internationale, lui, a pris la parole mercredi en expliquant que les chances de compromis entre Kiev et Moscou étaient nulles compte tenu des positions russes d'un côté et ukrainiennes de l'autre, qui sont non seulement diamétralement opposées, mais parfaitement incompatibles. On voit qu'il y a des positions de négociation qui se réaffirment ou qui se mettent en place. Et que pour l'instant, les Russes, évidemment, ce n'est pas une surprise, ne font pas de geste, puisque de toute façon, l'administration actuelle est sortante. Trump n'est pas encore arrivé à la Maison-Blanche. Et pour l'instant, on a des grandes manœuvres en coulisses pour essayer de sonder qui est prêt à mettre quoi sur la table et qui est prêt à éventuellement à lâcher quoi. Alors, l'administration sortante, j'en parlais, M. Blinken était à Bruxelles hier avant-hier pour un sommet de l'OTAN des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, dans lequel il a évoqué une décision difficile, je cite M. Blinken, que l'Ukraine devrait prendre concernant l'abaissement de l'âge de la mobilisation à 18 ans. C'est pas la première fois que les Américains appellent les Ukrainiens à baisser l'âge de la mobilisation, qui est à 25 aujourd'hui en plancher. J'en ai parlé la semaine dernière, à baisser parce qu'il n'y a plus assez d'hommes pour même pas former de nouvelles unités, mais j'allais dire au moins recomposer les unités décimées et organiser des rotations. Monsieur Zelensky, politiquement, ne peut manifestement pas faire passer cette loi à la Rada. Et donc, l'administration américaine dit on peut vous livrer des munitions et vous donner de l'argent, mais s'il n'y a personne pour porter en gros les fusils, ça ne sert à rien parce qu'il y a de moins en moins de forces disponibles. Je crois que l'âge moyen dans les rangs de l'armée ukrainienne, de mémoire, c'était 43 ans, ce qui est haut pour évidemment pour de l'infanterie. Alors, je vous parlais de cette réunion de l'OTAN à Bruxelles le 3 et 4 décembre, hier avant-hier. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti en gros? Bon, évidemment, il n'a pas été proposé à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, même si jamais les Ukrainiens publiquement ont de nouveau espéré, en tout cas, demander à ce qu'on remette le sujet sur la table. Il a été décidé de renforcer les livraisons d'armes à l'Ukraine. Bon. Mais surtout, j'ai relevé l'information qui a été donnée par Bloomberg sur les discussions portant sur les modalités d'un futur cessez-le-feu dans lequel les pays de l'OTAN ont réfléchi sur la création d'une zone démilitarisée en Ukraine. Et ça, c'est assez nouveau. En réalité, à mon avis, c'est la vraie information à retenir de ce format-là. Création d'une zone démilitarisée en Ukraine et le scénario de déploiement de troupes européennes, enfin, il n'est pas dit de troupes de l'OTAN, mais des troupes européennes, donc on comprend que les Américains ne seraient pas dans ce scénario, pour surveiller et patrouiller dans cette zone démilitarisée. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, pour les Russes, justement, j'allais dire, un des buts de toute cette opération spéciale, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de présence militaire de l'OTAN ou européenne en Ukraine. Donc là, il y a un scénario, j'allais dire, inverse auquel l'OTAN réfléchit. Quand on dit zone démilitarisée, il faut voir de quoi on parle, parce qu'en tant que tel, le principe de zone démilitarisée est parfaitement accessible pour les Russes. C'est dans l'horizon de réflexion des Russes, la zone démilitarisée, puisqu'ils prétendent faire de la démilitarisation en Ukraine. Donc la question, c'est de quelle zone on parle, dans quelle proportion, et qui pour la surveiller, la garder et assurer le bon fonctionnement de cette zone démilitarisée.
Alors, c'est évidemment là que le diable est dans les détails et qu'il faudra discuter, mais en soi, c'est un signal intéressant qu'on réfléchit à des choses quand même très, très concrètes. Et donc, toutes les discussions qu'on a depuis plusieurs semaines, qu'on entend dans les médias en Europe sur le registre, qui est prêt à envoyer combien d'hommes en Ukraine, c'est pas tellement pour aller au front, évidemment, mais c'est plutôt pour donner du crédit à cette notion de garantie de sécurité offerte à l'Ukraine sur une base bilatérale en envoyant une brigade ou en envoyant un détachement dans telle partie de l'Ukraine pour planter le drapeau et sanctuariser éventuellement une zone après le cessez-le-feu, hein. Et c'est là où, évidemment, il y aura des discussions engagées avec les Russes pour voir dans quelle proportion c'est envisageable. Je considère qu'à mon avis, c'est parfaitement inenvisageable pour les Russes d'envisager, de considérer une présence militaire comme ça sur la rive orientale du Dniepr, contrôlée encore par l'Ukraine. Ça me paraît parfaitement, à mon avis, inacceptable pour les Russes. Sur la rive occidentale, un peu plus plausible, mais moi je l'imaginerais dans les confins occidentaux de l'Ukraine, c'est-à-dire la région de Lvov, vers Rouge-Gorod, les Carpates éventuellement, mais à l'exception de la partie côtière de l'Ukraine. La région d'Odessa, j'ai du mal à imaginer que les Russes soient d'accord de voir des Britanniques à Odessa ou même des Français. Mais bon, voilà, on voit qu'il y a un point de discussion éventuellement à avoir. Et dernière information, donc visite de hauts responsables bruxellois à Kiev en début de semaine. Donc le président du Conseil européen, Monsieur Antonio Costa, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Madame Kaja Kallas, et le commissaire en charge de l'élargissement, Madame Marta Koch, qui était donc à Kiev le 1er décembre, premier jour de leur prise de mandat, hein. Et ils sont venus là aussi avec une promesse de crédit pour l'Ukraine, 18 milliards dans le cadre du prêt de 50 milliards dont j'ai déjà parlé dans les séances précédentes, et ce qui viendront s'ajouter aux 120 milliards d'euros que l'Union européenne a déjà déboursé pour Kiev depuis février 2022. Voilà, Président, je m'arrête là pour les nouvelles de cette semaine. Merci beaucoup, Igor. Je ne comprends pas le prêt de 18 milliards dans les 35 milliards, parce Non, c'est que 50 milliards, c'est le prix du G7. 50 milliards, pardon. 50 milliards de dollars. Donc, c'est le G7 qui a décidé de proposer une ligne de crédit de 50 milliards à l'Ukraine. Le Japon va mettre, je ne sais plus, 6 ou 8 milliards, la Grande-Bretagne un petit peu moins peut-être, et les Européens vont mettre 18 milliards, et le différentiel va être pourvu par les Américains. Et ces 50 milliards sont adossés sont garantis par les intérêts russes générés par les avoirs gelés à Bruxelles, enfin en Luxembourg en l'occurrence. Et donc c'est ce prêt de 50 milliards, il y a déjà une tranche de 18 milliards qui va être visiblement défalquée dans les semaines qui viennent euh, pour, euh, pour le fonctionnement. Alors ça, c'est pas de l'aide militaire, c'est des prêts structurels. C'est pour payer les salaires dans l'administration ukrainienne, payer les retraites, payer, voilà, pour, pour tourner pour l'intendance. Et avec peut-être des conséquences sur les avoirs étrangers en Russie Ah, ça, il y a un retour de aujourd'hui. bâton. Les Russes se sont exprimés publiquement dessus, hein, en expliquant qu'il y aurait des mesures miroirs qui pourraient être prises. Bon, sachant que les enjeux ne sont pas les mêmes, évidemment, hein, en fonction d'actifs russes gelés en Europe et de potentiels actifs visés par des représailles russes en Russie. Oui, c'est asymétrique tant en termes de statut, puisque côté russe, il s'agit d'avoirs de banque centrale. En Russie, ce sont plutôt des avoirs privés, d'investisseurs privés. Et le volume n'est pas comparable, même si je n'ai pas en tête le volume des avoirs occidentaux potentiellement gelés ou sur compte C en Russie. Mais il est douteux qu'on parle des mêmes ordres de grandeur. Hmm. Non, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent les dividendes pour l'instant. Ouais. Les entreprises ne peuvent pas effectivement verser de dividendes. Euh, mais le montant, alors je n'en sais rien, le montant total des actifs étrangers en Russie a été évalué à l'ordre de 180 ou 200 milliards, je crois. À vérifier, je ne sais pas comment l'évaluation a été faite et je ne sais pas si elle est réelle ou non. Mais ce qui représente un peu d'argent aussi, bien sûr. Euh, alors, on a un certain nombre de questions, voilà, mais euh, excusez-moi parce que je suis en train de les lire. Euh, Sur l'étranger, on nous demande est-ce qu'on peut faire un point sur la Corée du Sud et du coup du Nord.
suite au coup d'État, j'imagine. Pas au coup d'État, mais à la loi martiale qui a été euh, votée, me semble-t-il. Brièvement proclamé, ouais. Ouais. Ouais, Mais bon, en gros, il y a 2 points. Alors, M. Belousov, ministre russe de la Défense, était en Corée du Nord il y a quelques jours. Je dirais, à mon avis, pour une visite de travail et de suivi finalement du fond de la coopération entre Pyongyang et Moscou et l'accord cadre qui a été renouvelé donc ces derniers mois entre Russes et Nord-Coréens sur ce partenariat stratégique est officiellement rentré en vigueur aujourd'hui. Alors, pour l'instant, je pense donc que M. Belosov est venu tout simplement s'assurer le suivi de certaines choses, de voir ce qui pourrait être fait à l'avenir, compte tenu de l'arrivée, enfin, de l'entrée en vigueur de ce texte récemment. Sur la Corée du Sud, l'autre ministre de la Défense, M. Umerov, ministre ukrainien de la Défense, s'est rendu à Séoul il y a quelques jours, là aussi, pour tenter d'obtenir de l'aide militaire, hein, de débloquer cette position sud-coréenne qui reste quand même très, très prudente à l'égard de plus aider l'Ukraine. Pour l'instant, les Sud-Coréens ont donné du matériel plutôt humanitaire et vendu du matériel militaire, mais pas à l'Ukraine, mais par exemple à la Pologne ou à d'autres pays, afin que ces pays-là, ou en tout cas après que ces pays-là aient vidé leur stock ou donné de l'ancien matériel à l'Ukraine. Donc ils ont aidé indirectement, on pourra dire, les Ukrainiens. Bon. Umerov est venu chercher de l'aide directe parce que dans les arsenaux sud-coréens, il y a, curieusement, mais il y a du matériel ex-soviétique, il y a des T-80, il y a des BMP-3, donc des choses que les militaires ukrainiens connaissent bien. Mais manifestement, il est reparti les mains vides, puisque les Sud-Coréens n'ont pas donné suite à ces demandes. Et il y a eu une manière assez, j'allais dire, originale de le signifier dans le paysage médiatique, puisque peu après la visite de M. Omerov, on a vu des photos surgir sur les réseaux sociaux et dans la presse qui montraient certains de ces T-80 et de ces BMP-3 servir de cible pour être détruits par des drones dans des exercices de l'armée sud-coréenne qui s'entraînaient à employer des drones contre ce matériel-là. Bon, je pense que le message est quand même assez clair. sur un autre sujet, alors c'est le ministre, excusez-moi parce qu'évidemment je ne retrouve plus, de l'énergie du Kazakhstan qui parle de la possibilité de construire un gazoduc allant de la Russie à la Chine via le Kazakhstan. Est-ce que, je ne sais pas qui veut parler de ça. D'accord. Alors oui, de quoi parle-t-on? On parle d'un tube qui partirait de Sibérie pour aller en Chine via le Kazakhstan. Ce ministre de l'énergie du Kazakhstan n'est pas le seul à en parler, hein, puisque M. Novak, vice-premier ministre, l'a fait. D'ailleurs, je l'ai évoqué lors d'un précédent briefing. Est-ce qu'il s'agit d'un projet de substitution au projet de Force de Sibérie 2? Probablement. On sait que aujourd'hui, il y a un tube qui s'appelle Force de Sibérie qui est entré en service en 2019 et qui aujourd'hui arrive à pleine capacité, 38 milliards de mètres cubes par an. Les Russes et les Chinois ont signé juste avant le début de la guerre en Ukraine un accord portant sur un autre gazoduc d'une capacité moindre de 10 milliards entre Sakhaline et l'extrême-orient russe et la façade chinoise. Donc ça fait 48. On sait qu'il y a du GNL par ailleurs, russe, qui ici en Chine. Mais Gazprom souhaite effectivement compenser une partie de ses pertes en Europe en construisant un gazoduc de grande capacité, Force de Sibérie 2. Sauf que Gazprom n'arrive pas à se mettre d'accord avec son homologue chinois, CNPC, sur les conditions tarifaires. Poutine s'était un peu avancé en 2022-2023 en disant qu'on était à la veille d'un accord. Et puis en mai, la délégation, pardon, le patron de Gazprom n'était pas dans la délégation russe qui accompagnait le président Poutine à Pékin. Il y a eu des fuites en Mongolie signalant que ce projet n'était plus vraiment d'actualité. Et donc, la Russie, qui a toujours besoin d'exporter du gaz autre part qu'en Europe, réfléchit à d'autres projets que Force de Sibérie 2. Et évidemment, l'Asie centrale fait partie des nouvelles régions importatrices de gaz russe. Pourquoi? Parce que d'abord, ces pays, Ouzbékistan et Kazakhstan, qui eux-mêmes produisent, eh bien, consomment de plus en plus. Et
il y a également des projets de raccordement des districts industriels du nord du Kazakhstan au gaz russe. Donc cela ferait sens d'envisager un nouveau tracé, non pas de la Sibérie orientale à la Chine via la Mongolie, mais de la Sibérie occidentale via le nord du Kazakhstan pour rejoindre ensuite soit le Xinjiang, soit le tube qui existe déjà entre le Turkménistan et la Chine. Mais on voit donc que les Russes continuent à réfléchir très activement aux meilleurs moyens de construire un tube en direction de la Chine. Et les ventes de gaz de GNL à l'Europe continuent. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, enfin, les derniers mois, la Russie a retrouvé son statut de premier exportateur de gaz vers l'Union européenne. Alors à des niveaux bien moindres que ceux qui existaient avant 2022, mais c'est tout de même assez symbolique. Mais dans ces achats russes, le GNL est beaucoup plus important que précédemment, puisqu'on sait que eh bien, les Nord Stream ne sont plus opérationnels et que très vraisemblablement le transit via l'Ukraine va également cesser à la fin de l'année. Le transit via l'Ukraine était pour la Hongrie, non? Oui, entre autres pour la Slovaquie, enfin l'Europe centrale. Alors il y a très longtemps, hein, plusieurs mois que les Ukrainiens ont dit que le contrat décennal de transit ne serait pas prorogé, sauf que ces pays ont besoin de gaz. Et donc l'astuce qui pourrait être trouvée, c'est que les pays européens signent des contrats d'approvisionnement avec l'Azerbaïdjan, que du gaz transite par la Russie. Est-ce que ce sera du gaz azerbaïdjanais ou russe? Enfin, c'est effectivement l'une des questions. La question se pose déjà d'ailleurs pour certains volumes qui sont exportés d'Azerbaïdjan, non pas via l'Ukraine, mais par la Turquie, en direction de l'Union européenne. Et il y a de sérieux doutes sur la présence de molécules russes dans ces flux. Et il y avait des représentants hongrois et slovaques cette semaine en Russie, hein. Monsieur Siarto, qui est ministre des Affaires étrangères hongrois, était à Moscou cette semaine et la ministre slovaque de l'économie est à Saint-Pétersbourg au siège de Gazprom cette semaine. Dans les deux cas, ils ont discuté, en fait, c'est les conséquences de la mise sous sanction de Gazprom Bank pour la question des paiements. Alors, en plus des questions des tubes que vient d'évoquer Arnaud, il y a maintenant la question des paiements, puisque Gazprom Bank a été mis sur liste SDN par l'OFAC il y a 10 jours. Et donc, ils sont venus pour voir comment on pouvait procéder pour les paiements à l'avenir. Et je crois qu'ils se sont mis d'accord avec Trump, non? Alors la Ils ont Hongrie mis- a demandé une exemption Ouais. à l'administration actuelle. Ouais. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on ne parle pas de la banque OTP, banque hongroise, qui est très présente en Russie et qui aurait vocation, me semble-t-il, à remplacer Gazprom Bank, sauf que Gazprom Bank a été nommé, on s'en souvient, en mai 2022 comme l'opérateur unique pour les paiements liés au gaz russe. Donc est-ce que la partie russe est prête à revoir ce statut? Est-ce qu'elle est prête à accepter des paiements via des banques de pays de l'Union européenne? On pense donc à OTP, peut-être Unicredit. Techniquement, il y a un petit problème puisqu'on se souvient que les Russes exigeaient des paiements en roubles. Donc je pense que c'est effectivement de ça dont ont parlé les Slovaques et les Hongrois à Saint-Pétersbourg ces derniers jours. Mais sur les exemptions, les Japonais ont eu immédiatement les exemptions après la mise sous sanction de Gazprom Bank, hein. Dans l'heure qui suivait, ils avaient tout de suite les waivers qui étaient octroyés par l'OFAC. Ouais. On va voir ce que ça donne, mais apparemment, il y aura des waivers aussi pour la Hongrie. Donc, Ouais, connaissant, encore une fois, les relations très chaleureuses entre M. Orban et le prochain président américain, je serais bien surpris qu'il n'y ait pas un compromis. Je serais très surpris, par exemple, qu'il y ait des pressions sur la banque hongroise OTP dans les mois à venir. Je pense que cette banque a un très grand avenir dans les relations commerciales entre l'Occident et la Russie. les Français qui habitent en Russie le notent. Une dernière question avant de passer la parole à Anne sur l'Arménie. Alors, le Pachinian, le président arménien, Premier ministre.
Premier ministre, absolument, pardon, a déclaré que le retour de l'Arménie au sein de l'OTSC devient de plus en plus difficile, voire impossible. Alors, on nous pose la question de savoir, n'a-t-il pas tout fait pour, je ne sais pas si c'est la question à poser, mais quel problème cela va-t-il poser? Et il a déclaré hier ou avant-hier que ce retour n'était pas envisageable. C'est une nouvelle étape dans la guerre des mots et finalement ce processus de distanciation entre l'Arménie et la Russie, qui sont ou qui étaient, je ne sais plus très bien quel temps utiliser, alliés militaires. Le tournant, on en a parlé régulièrement, notamment Igor, c'est évidemment la dernière guerre du Karabakh à l'automne 2020, et puis plus récemment. En gros, l'Arménie reproche à la Russie de ne pas avoir activé les clauses de sécurité prévues dans le traité de sécurité collective. La Russie fait valoir que le Karabakh n'était pas un territoire reconnu internationalement comme faisant partie de l'Arménie. Et donc, on est dans cette séquence-là. Par ailleurs, l'Arménie cherche à diversifier ses coopérations sécuritaires avec la France notamment, mais également avec l'Inde. Et tout ça a une traduction institutionnelle et politique, et cette déclaration est la dernière en date. Donc on verra jusqu'où ça va, mais ce processus de prise de distance entre l'Arménie et la Russie sur le plan sécuritaire est toujours en cours. Il y aura un moment de vérité, puisque la Russie a des bases en Arménie. Pour l'instant, cette question n'est pas sur la table, mais au train où vont les choses, je ne serais pas étonné que devienne un sujet bilatéral. Intéressant. C'est un problème qui va perdurer aussi dans le Sud. Oui, et c'est aussi un sujet qui indirectement interroge certains observateurs russes, parce que quand on parle de Russie-Arménie, tout le monde, en toile de fond, pense Azerbaïdjan et Turquie. Et là, ça nous ramène à des événements qu'a commenté Igor récemment, les événements en Syrie. Cette prise de distance entre la Russie et l'Arménie est là pour contrepoids ou contrepartie, un rapprochement avec ces deux pays voilà, de la Turquie et l'Azerbaïdjan. Est-ce que c'est quelque chose de justifié? Est-ce que c'est quelque chose de plutôt subi? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences indésirables pour la Russie? On en parle actuellement dans la communauté stratégique russe, où, encore une fois, les derniers événements en Syrie, qui à tort ou à raison sont imputés partiellement au Premier ministre, enfin au président turc, euh, tout ça fait partie de l'équation. Et certains se demandent si la Russie n'a pas tort, ne prend pas des risques en s'engageant de façon aussi univoque avec la Turquie et son allié, son extension stratégique en Caspienne. Je veux parler de l'Azerbaïdjan. Merci Arnaud. Nous allons nous détendre un tout petit peu avec la grande éditrice Anne-Claude Et devenir plus intelligent. On va devenir beaucoup plus intelligent. On va pas Anne, se détendre. il y a deux salons du livre, grands salons du livre par an, parce qu'il y en a d'autres, mais à Moscou, un l'été, un l'hiver. Oui, Nous sommes bien évidemment dans le salon du livre d'hiver. de non-fiction. De non-fiction, voilà, ça s'appelle non-fiction. Salon annuel qui réunit énormément de monde. Aujourd'hui, quand même, jour ouvrable, il y avait déjà des foules cet après-midi. Alors, on retrouve le folklore habituel, c'est-à-dire des gens qui arrivent avec d'énormes valises à roulettes, qui font des achats. On a l'impression qu'ils font des achats pour 10 ans, mais non, pas du tout. Ils reviennent 6 mois après ou l'année d'après. Ça, c'est plutôt sympathique. Depuis 2 ans, enfin maintenant presque 3, évidemment, on ne trouvait aucun éditeur américain, britannique, allemand, français, espagnol, italien, etc. Aucun européen, aucun occidental. On boycottait finalement Sur vous. nous, on est une maison d'édition russe avec un gros accent français. Voilà. Mais on est une maison d'édition russe. Mais détenue par des Français. Mais détenue par des Français, absolument. Et russes quand même.
Mm. Et donc, il y a en face du stand de Nouveaux Angles, de cette maison d'édition, il y a un petit stand qui arbore la marque Livres étrangers, où on a quelques livres en anglais, enfin, essentiellement des livres en anglais, mais ils ne sont pas très nombreux, 2 ou 3 livres en allemand, je ne sais pas du tout où ils les ont trouvés, et qui vendent à un prix fou. Et ces 2 dernières années, il y avait un vide, quoi. Il y avait un manque, et le public disait, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va avoir des éditeurs étrangers, occidentaux, parce que quand même les liens culturels, etc. Et cette année, j'ai remarqué quelque chose qui n'est pas réjouissant du tout. C'est-à-dire que les blancs qu'il y avait, vous voyez qu'il manquait quelque chose, eh bien, ils sont remplis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éditeurs étrangers, nouveaux, qui sont iraniens, nord-coréens, tas de pays arabes différents, et qui occupent une place vraiment importante, la place qu'occupaient les éditeurs occidentaux il y a encore 3 ans. Chinois. Chinois, bien évidemment. Donc, voilà, et ce que je veux dire, et ce qui ne me réjouit pas du tout, c'est qu'une fois la place prise, eh bien, on aura du mal à se refaire une place si un jour, en tant qu'Occidentaux, on a envie de renouer des liens culturels. Et je trouve ça tout à fait dommage, tout à fait atterrant. Je m'aperçois de plus en plus que les éditeurs russes publient de grosses études extrêmement sérieuses sur des auteurs occidentaux, notamment français, puisqu'il n'y a plus de contact avec les éditeurs français. Et souvent, entre chercheurs, il n'y en a plus non plus. Donc, par exemple, j'ai vu un livre absolument magnifique, très bien documenté, écrit par un Russe sur Racine. Et je pense que d'ici quelque temps, sur les auteurs classiques ou non classiques français, on n'aura que des études et des volumes russes. Très bien fait par ailleurs, mais c'est quand même extrêmement dommage. Mais Voilà. on a une place pour vous, Anna. Et donc, je ne vais pas écrire sur Racine et sur je ne sais qui, ça sûrement pas. Voilà, donc c'est à la fois réjouissant parce qu'il y a beaucoup de monde, que les Russes lisent, mais pour les échanges culturels, littéraires avec les pays occidentaux, et c'est encore plus regrettable pour les échanges avec la France, qui avait une place vraiment particulière dans ces échanges et dans tous les salons du livre en Russie. Et là, pour la première fois, je déprime un peu, parce que les places sont prises. Une question, les éditeurs chinois, iraniens, ils publient des livres en farsi, en chinois ou en russe? Les deux. Les deux. Les deux. Et alors, aussi ce qui est intéressant, moi j'ai eu plusieurs personnes dans le public qui m'ont dit, vous avez vu tous les stands nouveaux qu'il y a? J'ai dit, oui, j'ai vu. Mais vous savez, moi je connaissais rien du tout à la littérature chinoise ou à la littérature persane. Ben, finalement, j'en ai lu. Moi, je trouvais que c'était bien, je trouvais que c'était intéressant. Donc, il y a vraiment un tournant qui est pris et que je trouve personnellement regrettable pour nous. L'erreur des sanctions, dont nous parlons souvent à la Chambre, qui est de couper tous les liens qui ne mènent à rien, et surtout les liens culturels entre la France et la Russie, qui sont extrêmement particuliers. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est pas très réjouissant. Finalement, la pub de la banque BTB est plus drôle. Elle est beaucoup plus drôle. Mais merci beaucoup, Anne. Merci, Igor, et merci, Arnaud, pour en tout cas vos propos aujourd'hui. On se retrouve jeudi prochain. Nous serons le 12 décembre. Donc, on se retrouve jeudi prochain. Ce sera la même équipe parce que Arnaud et Pavel ne seront toujours pas là. Pas Arnaud, pardon, Gilles Chenesso et Pavel ne seront toujours pas là. Mais merci beaucoup pour votre attention. La CCFR est toujours à vos côtés. Tenez bon. Au revoir.